Bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation virtuelle dans le cadre de l'OQTR 2020. Aujourd'hui, je serai accompagné de mon collègue Primaël Marie Sodonon de la Ville de Montréal. Je me présente, Martin Chevrier de Stantec. Nous allons vous présenter le projet qui a été réalisé à l'été 2019 au marché Maisonneuve, qui a permis de déployer un véhicule, une navette automatisée. Voici tout d'abord le plan de la présentation que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous allons commencer par l'ABC d'un véhicule automatisé. Dans cette section, nous allons prendre le temps de vous expliquer les notions liées au véhicule automatisé pour mettre tout le monde au même niveau. Par la suite, nous allons passer au contexte réglementaire que Primaël va nous présenter. Ensuite, les objectifs spécifiques de notre projet, puis une présentation du projet avec ses principaux enjeux. Et à cette étape-là, nous aurons beaucoup d'illustrations pour vous permettre de comprendre vraiment quels étaient les enjeux de notre problème, de notre projet. Puis nous pourrons en parler plus en détail, puis nous allons finir par une conclusion. Premièrement, l'ABC d'un véhicule automatisé. Vous voyez ici, on a une photo qui représente la station terminale de notre projet. On retrouve deux navettes, hein. C'est la navette EasyMile qui a été utilisée dans le cadre de ce projet-là, avec un aménagement urbain à la station terminale. Cette photo-là a été prise la journée du lancement. Mais on voit que nous avions deux navettes pour faire le parcours pour rendre le service, si on peut dire, tout le long du parcours, pour permettre d'avoir un service plus uniforme et mieux réparti. Qu'est-ce que c'est un véhicule automatisé? Bien, véhicule automatisé, il y a des définitions, hein. Ici, on a mis la définition qui vient de la SAAQ. C'est la même, les organismes internationaux et nationaux s'entendent assez bien en général pour accorder la même définition à ce qu'est un véhicule automatisé. En fait, c'est une échelle qui va de 0 à 5, 0 étant un véhicule sans aucune fonction d'automatisation et 5 étant un véhicule qui peut prendre toutes les décisions de par lui-même. Puis entre les deux, bien, il y a toutes les variances. Par exemple, un véhicule qu'on a depuis une vingtaine d'années avec un cruise control, par exemple, si on peut utiliser l'expression, bien, ça serait un véhicule un type d'autonomie de type 1. On fixe un paramètre de conduite. Le conducteur doit conserver son attention sur la conduite, mais ce volet-là, il est géré par le véhicule. De plus en plus, depuis quelques années, hein, on a des véhicules de type 2, beaucoup sur le marché. Les véhicules de type 2, ils ont plusieurs fonctions euh, d'autonomie, si on peut dire. Par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif et qui va se fixer sur le véhicule d'avant. Si le véhicule d'avant ralentit, votre véhicule va ralentir. Des fonctions pour suivre les lignes de la chaussée, par exemple. Si sur l'autoroute, vous roulez, puis si vous enclenchez cette fonction-là, bien, votre véhicule va suivre de par lui-même les lignes par terre. Et puis, d'autres fonctions aussi pour garder une certaine distance avec les véhicules qui vous précèdent. Fait que ce sont tous des fonctions d'automatisation qui vont aller vers le plus haut niveau là, d'automatisation où vous pouvez vous asseoir dans le véhicule, donner votre destination et le véhicule va vous y amener sans intervention humaine. Euh, les véhicules automatisés, il y en a de nombreuses sortes, hein. Ici, on a préparé une diapositive qui permet de mettre cette information-là en contexte. Ce n'est pas vraiment une diapositive qui se veut exhaustive, c'est plus pour donner des exemples. Par exemple, vous voyez, ben, il y a un exemple de la navette EasyMile. Ce n'est pas les mêmes couleurs que celles que nous avons utilisées. Et vous en voyez de nombreuses autres. Par exemple, celle de Local Motors, celle de Navia, etc. Donc, il y a beaucoup de navettes qui sont disponibles sur le marché. C'est un des enjeux de la situation actuellement. Et habituellement, les navettes sont mises en marché principalement par des firmes de TI plus que par des firmes liées à la construction de véhicules, ce qui engendre d'autres sortes de notions. Euh, Vers la gauche, on voit un petit peu des caractéristiques de navette. C'est quoi une navette? Bien, une navette, c'est un petit véhicule qui peut transporter une petite quantité de gens sur de courtes distances, hein. Par exemple, on vise à se servir des navettes automatisées pour régler le problème du dernier kilomètre en transport. Donc,
ça doit être flexible, ça doit pouvoir transporter quelques personnes à la fois pour pas être trop dispendieux. La vitesse n'est pas très importante, hein, fait qu'on voit ici que la vitesse maximum d'une navette est d'environ 40 km/h, mais c'est une vitesse très élevée pour une navette, là. Habituellement, comme dans notre projet, les navettes avaient une moyenne de 15 km/h. Les navettes peuvent contenir entre 8 et 16 personnes. Ils sont électriques habituellement avec des batteries d'une durée de vie de 3 à 10 heures. Évidemment, il y a plein de notions de technologie qui vont avec ça, qui changent de façon continuelle. Fait que l'information que je vous présente ici, par exemple, surtout au niveau de la durée de vie des batteries, mais elle peut changer très rapidement. Puis juste pour votre information, on compare une navette avec un autobus pour vous donner un petit peu les dimensions. Fait qu'une navette, c'est entre un tiers et la moitié de la grosseur d'un autobus. La Navia, par exemple, ben, il y a peut-être 3 personnes qui peuvent s'asseoir de chaque côté, puis il y a un 4, 5, 6 autres qui peuvent être debout. Euh, il y a 2 notions qui sont souvent associées aux véhicules automatisés. Il y a la notion de véhicule électrique et la notion de véhicule connecté. Est-ce que ces 2 notions-là sont absolument nécessaires pour fonctionner avec une navette automatisée? Non, mais ils se retrouvent souvent avec. Véhicule électrique, pourquoi? Ben, véhicule électrique, on le voit, là, il y a une poussée de fond dans le marché du transport vers l'électrification des transports. Les véhicules automatisés, ben, c'est des véhicules de l'avenir. Donc, les constructeurs, ils veulent s'associer avec des technologies du futur. C'est une question de branding, puis en même temps, c'est une question d'opération. Ben, ça simplifie les opérations d'avoir besoin que de retourner au garage, se brancher sur une prise électrique plutôt que de devoir amener la navette à une station-service, faire des changements d'huile, faire l'entretien mécanique, parce qu'on sait qu'un véhicule électrique a besoin de beaucoup moins d'entretien qu'un véhicule conventionnel à combustion. La notion de connecter, ben, connecter, c'est pour faciliter l'opération des navettes encore. Connecter, ça veut dire que notre navette va être soit capable de parler avec les infrastructures, hein, communication véhicule à infrastructure, ou capable de communiquer avec les autres véhicules, fait que véhicule à véhicule. Ce qui puis j'ai dit ou, là, mais ça peut être un et ou, hein, ça pourrait être les deux. Fait que la navette va être capable d'échanger de l'information, par exemple, le cas le plus important, avec les infrastructures de circulation des villes. La navette peut échanger de l'information avec le feu de circulation. Le feu va lui dire attention, le feu va tourner au jaune dans 5, 4, 3, et voilà. Comme ça, la navette n'a pas besoin de se fier uniquement sur ses sensors. Elle peut se fier sur l'information sécurisée qui lui est transmise. C'est pourquoi ces 2 notions-là sont souvent associées aux véhicules automatisés. Rapidement, allons voir certaines notions reliées au véhicule autonome, hein. Un véhicule autonome, c'est une merveille de technologie. Accroché après chacun de ces véhicules automatisés-là, on trouve de nombreux capteurs. On en voit ici une certaine représentation symbolique pour faciliter la compréhension. Dans un premier lieu, on commence avec une navigation inertielle. Une navigation inertielle, ben, c'est un GPS de grande précision qui est installé au cœur du système de la voiture, qui permet à la voiture de savoir en tout temps à quel endroit elle se trouve avec une grande précision. Puis le fait que le GPS, ben, ça permet en cas de perte de signal au véhicule de toujours savoir par calcul différentiel, de savoir à quel endroit il se trouve. Donc, encore là, ça nous assure une sécurité de toujours avoir un endroit sur la carte où on se trouve. Des caméras, bien, à l'aide des caméras, la navette est capable de reconnaître, de prendre des photographies en temps réel de son environnement et de comprendre où elle se trouve. Ça fait partie d'une des sources de données. Le lidar, ben, le lidar, c'est des capteurs qui lancent des milliers de rayons laser dans toutes les directions pour faire une cartographie en 3 dimensions de l'environnement dans lequel la navette évolue. Le radar, c'est une technologie, je dirais, beaucoup plus liée à la sécurité, puis à l'avant et à l'arrière du véhicule, qui vont permettre de détecter s'il y a des obstacles à très courte distance et déclencher toutes sortes de processus dans la navette qui vont, admettons, advenant l'apparition d'un obstacle, qui vont arrêter la navette. Au cœur de tout cela, il y a des logiciels de traitement ou des logiciels d'intelligence artificielle qui vont ramasser toutes les informations qui ont été collectées par les capteurs en temps réel, les comparer à sa référence et prendre des décisions basées là-dessus. Euh, et on voit souvent des discussions sur les sécurités liées aux navettes.
De mon point de vue, les navettes, c'est des entités technologiques très, très sécuritaires parce que tous les systèmes-là que je vous ai parlé sont tous en redondance. Actuellement, les enjeux des navettes, c'est beaucoup plus de les faire circuler que d'avoir la crainte que la navette va, par exemple, frapper un autre véhicule ou pire encore, frapper une personne. On trouve que les navettes ne sont pas assez agressives, contrairement à tous les chauffeurs qui ont une intuition de savoir quand ils peuvent avancer. Les navettes, une autre notion à couvrir, ils ont deux modes de fonctionnement. Il y a le mode planification puis le mode opération. Dans un mode planification, on va prendre notre navette qui est équipée de tous les sensors dont on vient de parler, puis on va la faire rouler sur le parcours qu'on a planifié pour elle, qu'on a étudié, qu'on a adapté puis qu'on a choisi. Donc, la navette, on va la faire circuler des dizaines de fois le long du tracé. La navette va utiliser tous ses capteurs et il va se créer une banque de données géoréférencée de son environnement. Si on veut des options à notre trajet, au cas où il y a des rues qui soient bouchées par de la circulation ou toutes sortes de choses, mais on doit prévoir ces options-là quand on fait la planification du trajet. Autrement, la navette ne pourra pas fonctionner à des endroits qui n'auront pas été cartographiés d'avance. La deuxième phase, c'est la conduite automatisée. À ce moment-là, la navette part avec la programmation qu'on lui a faite selon des horaires précis et elle va utiliser tous ces sensors et comparer les données en temps réel qu'elle capte avec ces sensors avec la base de données géoréférencée qu'elle a créée au fil des moments où elle a parcouru le territoire. Donc, en temps réel, elle va utiliser les logiciels d'analyse et d'intelligence artificielle pour prendre toutes les décisions qui lui permettent de fonctionner. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi avec toutes ces notions. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Primaël qui va nous parler du contexte réglementaire. Merci Martin. Alors, comme vous vous imaginez bien, ce type de véhicule qui reste encore, je dirais, expérimental ou qui reste novateur et donc pas forcément très très répandu, reste encore à l'exploration et à l'apprentissage. Donc, il s'agit de véhicules qui sont aujourd'hui encore expérimentaux, qui ne sont pas homologués par Transport Canada, mais qui éventuellement auront vocation à l'être au fur et à mesure des expérimentations et au fur et à mesure que nous les comprendrons et que nous les aurons testés, comme dans le cadre du projet qui a été mené à Montréal. Donc, ce sont des véhicules qui sont aujourd'hui autorisés sur les sites privés, qui ne sont pas encore autorisés sur l'espace public, sauf lorsque autorisés par le ministère des Transports du Québec. Donc, chaque projet que l'on mène sur l'espace public, notamment sur la voie publique, sur la voie ouverte, comme à Montréal, par exemple, fait l'objet de ce qu'on appelle un arrêté ministériel au cours duquel, sur les conseils des professionnels et des experts du ministère des Transports, le ministre peut délivrer une autorisation express d'opérer ce type de véhicule sur l'espace public. Donc, il s'agit du genre d'autorisation que nous avons obtenu dans le cadre de ce projet. Alors, au niveau légal, toujours, ce type de véhicule-là ne dispose pas à cette étape-ci d'un encadrement légal au sein du Code de la sécurité routière. Il s'agit donc d'un véhicule qu'on apprend à connaître, que les professionnels du MTQ et de la SAAQ étudient avec nous et participent de manière très, très proche avec nous dans le cadre de ces projets-là, pour mieux les comprendre, pour mieux les documenter, pour les apprendre, pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils sont capables de faire et quelles sont leurs limites également, de manière à pouvoir éditer le code de la sécurité routière et l'enrichir avec les aptitudes de ces véhicules autonomes-là, qu'il s'agisse de navettes, de minibus ou d'autres types de véhicules autonomes dans le spectre plus large. Nous sommes donc très heureux de compter sur la participation du MTQ et de la SAAQ au projet d'expérimentation. Ils sont d'ailleurs des alliés très précieux, car il arrive souvent qu'ils interviennent pour nous conseiller, pour nous aider, pour nous recadrer, ou parfois pour influencer très positivement je dirais les dispositions de sécurité et le protocole de service que nous mettons en place dans le cadre de ces projets-là. C'est donc la dimension réglementaire est donc très importante à micro-échelle pour ce type de projet-là, mais également à échelle plus large pour, je dirais, le déploiement progressif des véhicules autonomes en général sur l'espace public québécois. On va donc poursuivre. Alors,
Je peux bien donner quelques informations sur les objectifs du projet. Comme je disais il y a un instant, ces véhicules sont expérimentaux. Donc, l'objectif numéro un était justement d'évaluer leur capacité à circuler sur l'espace public en environnement mixte, si je peux l'exprimer ainsi, avec les autres usagers de la route. Donc, la première chose qu'on voulait savoir, c'est à quel point est-ce que ce véhicule autonome est capable de mener sa mission en mode autonome, tenant compte des aléas du contexte circulatoire sur lequel il circule. Donc, on parle de donc ces véhicules, ces navettes-là ont rencontré quasiment tous les autres types d'usagers de la route. Donc, les véhicules avec conducteur, les voitures, les vélos, les skateboards, les autobus urbains, à peu près n'importe quoi. Et ça a donc été intéressant de voir comment est-ce qu'ils se mesuraient, comment est-ce qu'ils se comparaient avec ces autres véhicules-là. L'acceptabilité sociale, comme c'est des véhicules qu'on ne connaît pas, qui sont encore tout neufs, l'objectif était de voir comment est-ce que les citoyens réagissaient et répondaient, quelle était leur perception par rapport à ces nouvelles formes de mobilité. Donc à la fois les passagers à bord des navettes autonomes, mais également les autres usagers de la route qui devaient partager l'espace avec ces véhicules-là. Donc mesurer cette acceptabilité sociale-là, était très très pertinente pour la compréhension globale. Du côté de la ville, nous avons mis en place, comme Martin l'a dit, des infrastructures connectées permettant aux navettes d'établir la liaison entre le territoire et elle-même, notamment dans le cadre des feux de circulation. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, 3 intersections à équiper de feux communicants, chose que nous avons faite, permettant à ces navettes de pouvoir les franchir en toute sécurité et également respecter le code de la sécurité routière. Donc, un bel effort à la fois logistique, mais également un bel effort technique pour mesurer justement les outils, les capteurs et les connecteurs entre les deux parties. Et un autre aspect, évidemment, ce projet-là, nous l'avons fait pour les citoyens. Donc, l'objectif était de mesurer l'aptitude de ces navettes-là à offrir un réel service de mobilité aux citoyens du quartier. L'objectif n'était pas seulement de faire un gros show de boucan, si je peux le dire ainsi, mais réellement de proposer des nouveaux véhicules pour des vrais citoyens qui avaient vraiment besoin d'une solution de mobilité pour aller d'un point à l'autre du territoire. Et dernièrement, j'en ai parlé un peu il y a quelques secondes, on parlait d'enseigner aux gens. Justement, ce type de projet-là a pour vocation à mieux faire connaître les véhicules autonomes et donc à sensibiliser la population sur ces types de nouvelles formes de mobilité qui s'en viennent. Nous allons poursuivre à présent alors, sur la présentation du site, véritablement, donc le projet en lui-même. Donc, comme disait Martin, deux navettes de capacité d'environ 12 passagers chacune, le trajet faisant environ 2,5 km reliant les différents points d'intérêt du quartier. Donc, les points principaux, terminus et points d'embarquement étaient le stade olympique et le marché Maisonneuve. Donc, nous avons effectivement eu, comme je l'ai dit il y a un instant, 3 intersections connectées avec des feux de signalisation. Nous avons mis en place un système de feux de circulation temporaire avec un phasage spécial pour la navette, dont je parlerai dans un instant, de façon à faciliter son virage. Et 2 autres feux, comme je disais, où les contrôleurs ont été changés de façon à pouvoir transmettre les signaux, les SPAT, donc les signaux de phasage alternatifs et des feux de signalisation via connectivité des SRC, donc communication à courte portée entre la navette et les contrôleurs, en fait. Donc évidemment, comme n'importe quel service d'autobus, des arrêts pour embarquement et débarquement des passagers. Si nous poursuivons, le projet, alors, comme Martin l'a dit également, on a mis en place quelques aménagements permettant la convivialité de ce service. Donc, sur l'image de gauche, vous avez le terminus où nous avons aménagé un arrêt permettant l'embarquement et le débarquement aux abords du marché Maisonneuve. Et si vous avez à droite, ce que vous voyez à droite sur la photo, c'est un des exemples de panneaux d'arrêt que nous avons mis en place pour permettre justement l'embarquement et le débarquement des passagers. Poursuivons. Le territoire couvert par les navettes, prend un peu la forme de cette espèce de L que vous avez à l'écran, sur lequel vous pouvez voir le passage de la navette le long de l'axe Pierre de Coubertin, presque entre la station de métro Viau et l'avenue Le Tourneux.
Et après ça, l'axe de l'avenue Le Tourneux, l'axe nord vers le sud, permettant à la navette d'effectuer le virage à gauche au coin de Pierre de Coubertin et Le Tourneux, direction sud, pour aller effectuer sa mission et terminer du côté du marché Maisonneuve à l'autre extrémité du parcours. Donc le corridor rouge que vous avez sur les yeux représente bien les voies et artères utilisées par les navettes de façon à amener les passagers vers les différents points d'intérêt que j'ai préalablement énoncés au cours de mon exposé. Si nous poursuivons. Alors, l'exemple que vous avez sous les yeux vous présente le parcours de la navette le long de l'axe de la ligne verte, en fait, donc sur site, sur une voie réservée que nous avons mis en place pour les besoins du projet, de façon à ne pas gêner la circulation automobile. Et c'est à l'issue, à l'extrémité de la ligne verte, plus ou moins vers la gauche de la photographie, que la navette effectue son virage à gauche, virage protégé, grâce justement au contrôleur de feu et au phasage de feu prioritaire que nous avons mis en place pour les besoins de la navette, de façon à lui permettre de faire son rabattement depuis la voie la plus extrême à droite, sur site réservé, vers la gauche, croisant les véhicules dans les voies de gauche de façon privilégiée, grâce au phasage qui lui a été proposé. Et donc, c'est un peu l'intersection, la première intersection qui a présenté le plus de défis, mais que nous avons bien géré grâce au concours non seulement des professionnels de l'équipe des systèmes de transport intelligents de la ville de Montréal, et également avec le concours du service de police de la ville de Montréal, qui nous a été d'un grand secours pour justement sécuriser ces artères-là lors des travaux initiaux avant la mise en service complète. Donc, le trajet s'est effectué toujours en circulation mixte le long de l'avenue Le Tourneux. Vous avez toujours le parcours illustré par les lignes vertes que vous avez sur la photographie, ainsi que dans la photographie, dans le coin supérieur droit, les coins de rue sur lesquels nous avons installé les arrêts de la navette permettant aux passagers de descendre aux intersections principales du parcours. Si on poursuit toujours, le site global sur lequel le projet a eu lieu a été choisi car il présentait justement, c'est davantage un quartier résidentiel dans lequel les citoyens vivent, les citoyens se déplacent, les citoyens ont intérêt justement à circuler, raison pour laquelle on a mis à leur disposition les navettes dans un tissu urbain et résidentiel qui témoigne bien des besoins que les citoyens peuvent avoir. Donc, à nouveau, à l'intersection que vous voyez sur la photographie, dans le coin supérieur droit, une autre intersection sur laquelle nous avons installé des connecteurs permettant l'échange d'informations au niveau du phasage des feux, donc une traverse des navettes de manière sécuritaire à l'intersection, si je ne m'abuse, de Hochelaga et de Le Tourneux. Si nous poursuivons. Le virage des navettes pour se rendre à sa destination finale s'est effectué au moyen de la petite ruelle que vous voyez sur la photo dans le coin inférieur droit. Donc, la navette effectuait son virage à gauche de la rue Le Tourneux à travers cette ruelle-là pour éviter d'aller tourner sur la rue Ontario, qui est assez achalandée. Donc, les navettes sont engagées dans ce corridor-là de manière à arriver de façon plus tranquille et plus sécuritaire directement sur le lieu du terminus à travers le petit corridor qui a été asphalté, comme vous voyez sur la photographie de gauche, permettant aux navettes d'arriver et se positionner directement sur la place Gennevilliers-La-Liberté, où nous avons installé le terminus du parcours, avant que les navettes effectuent leur manœuvre de retournement et ne reprennent le même chemin en sens inverse pour quitter le marché Maisonneuve et donc repartir vers l'extrémité nord du parcours en direction du stade olympique. Donc voici qui vous résume à peu près le contexte circulatoire du projet, ainsi que le site sur lequel le projet a eu lieu, et ça vous donne une bonne idée du type de service qu'on a mis en place, et ainsi que de la valeur ajoutée que ces navettes ont pu apporter aux résidents du quartier qui avaient besoin de rejoindre l'artère principale Pierre de Coubertin un peu plus au nord, pour accéder ainsi au
pôles de mobilité principaux que sont les stations de métro Vio et P9. Donc voilà qui conclut la présentation du contexte. Martin, je te cède la parole pour les quelques conclusions qu'éventuellement tu voudrais partager avec nos spectateurs. Merci, Primaël. Juste en conclusion, peut-être qu'on peut mentionner que vous, à la Ville, vous avez réalisé plusieurs études autour de la compréhension par ces informations-là sont disponibles au public en suivant le lien qui est présenté à l'écran. C'est exact. Comme tu le dis, on a mené des études à la fois d'acceptabilité sociale. Nous avons mené également d'autres partenaires de la ville, tels que l'École Polytechnique et l'Institut national de recherche scientifique, ont mené des études autour de ce projet-là. Et nous avons à cœur de documenter ces apprentissages-là à travers les rapports que tu as très, très bien mentionnés, effectivement. Bien, merci. Puis maintenant, je pense qu'on va avoir quelques minutes pour répondre aux questions. Si vous voulez bien juste me laisser le temps d'arrêter l'enregistrement, puis on va passer en live. Désolé pour les quelques manipulations. Écoutez, au moins,